Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mercredi 1er juillet 2026. On évoque ce soir dans nos discussions la quasi-absence, sinon le silence ronflant de certaines personnalités qui pourtant auraient marqué par le passé la scène politique béninoise des décennies durant. Le terrain politique se voit de plus en plus vidé d'une certaine catégorie d'hommes et femmes qui ont fait la pluie et le beau temps en termes d'animation de la vie publique ou d'animation de la vie politique. De l'opposition à la mouvance en passant par la société civile, le constat laisse noter l'extinction de certaines voix qui par le passé haranguaient la foule, faisaient des déclarations tonitruantes ou sans oublier des dénonciations fracassantes. Aujourd'hui, le paysage politique a changé. Chez certains, le poids de l'âge a eu raison d'eux et d'autres. Les réformes ont influencé les choses, mais l'on se demande où sont passées ces voix qui manquent presque à l'appel ou au rendez-vous. Eh bien, on tente de comprendre la situation avec Éric Guédénon et Georges Anagono. Georges Anagono, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir aux téléspectateurs et bonsoir Éric. Éric Guédénon, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir tout le monde. Allez, on se propose ce soir d'évoquer, je dirais, l'actualité liée à ces absences qu'on note. Je rappelle que la liste du Sénat est en train d'être, je dirais, est en train de faire le tour, voilà, est en train de faire le tour des réseaux sociaux. On va y revenir parce que Canal 3 Bénin s'est préparé pour élaborer cette liste et la mettre à la disposition de nos téléspectateurs. Ça va donc revenir dans nos prochaines éditions et pourquoi pas sur nos canaux digitaux. Mais ici, on parle de ces personnalités qui ont occupé le devant de la scène politique pendant des années, mais qui aujourd'hui sont presque absents, ou pour ne pas dire absentes, je dirais, sur cette même scène politique qui continue. Éric Guédénon, quel constat faites-vous aujourd'hui sur le terrain politique de ces visages, de ces personnalités, de ces voix qu'on n'entend plus? Je pense que c'est le constat qui nourrit nos échanges ce soir. C'est parce qu'on a constaté que depuis un moment, il y a ce silence assez glaçant qui gouverne la place. Mais il y a une raison. On vous dira qu'il y a un temps pour parler et un temps pour être silencieux. Et plus loin, on voit le contexte dans lequel nous sommes. Il y a une gouvernance qui essaie de se mettre en place. Il y a des postes qu'on est en train de partager. Donc, c'est sûr que les acteurs sont silencieux, observent comment vont les choses et le moment où le partage sera fait. Ceux qui seront servis vont se contenter de jouer le rôle. Ceux qui ne seront pas servis devront se résoudre maintenant à prendre la parole. En tout cas, et faire en sorte qu'ils soient entendus au fin d'être occupés. Je caricature un peu comme ça les choses. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous vivons, par exemple, ce soir, la publication des membres nommés au niveau du Sénat, du CES aussi. Donc, ça fait beaucoup de monde à qui on est en train de confier des postes de responsabilité. Il n'y en aura pas forcément pour tout le monde. Donc, à un moment donné, le silence sera brisé. Ceux qui seront frustrés voudront occuper l'espace public pour se faire entendre, voyez-vous. Et ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ne vont pas digérer la façon dont les choses ont été opérées, que ce soit au niveau des propositions, au niveau des partis politiques, devront forcément poser un acte. Et à ce moment... Rappelez-vous de nous, nous sommes toujours là. Oui. Georges Anagono, faites-vous le constat de ce qu'il y a par le passé ces acteurs politiques, ces personnalités qui étaient au devant de la scène, mais qui, bien que vivants, n'est-ce pas, continuent, je dirais, en fait, bien que vivants, n'est-ce pas, ont disparu de cette même scène politique? Premier constat. Nous sommes une population relativement jeune. Donc, la jeunesse constitue un pourcentage très important dans notre population. Et ça fait que ça bouscule. Ça bouscule. On ne va pas se cacher ici que les jeunes ont l'habitude de dire, bon, les vieux n'ont qu'à nous céder la place. Donc, si les vieux cèdent, si votre constat est confirmé, et donc si les vieux cèdent, ce n'est que de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles pour les jeunes qui pensent que, bon, mais il faudrait qu'eux aussi puissent prendre la place et faire cela. Je pense que à un moment donné, on ne va pas aller loin, on va les retrouver ici. C'est-à-dire ce dont on est en train de parler. Mais vous avez annoncé quelque chose tout à l'heure, qu'il y a la liste de CS de Sénat qui est en train qui va sortir bientôt, d'accord? Et qu'est-ce qu'on voit dans ce Sénat-là? Qu'est-ce qu'on voit dans ce Sénat? C'est tous les anciens présidents de l'Assemblée nationale, d'accord? Les anciens présidents de la République. Et ce dont, quand vous parlez, ce qu'on n'entend plus vraiment aujourd'hui, depuis un certain temps, je ne sais pas quel contrat ils ont fait avec le président Talon,
ce dont on entend parler, ce sont les anciens présidents de l'Assemblée nationale. Les anciens présidents de l'Assemblée nationale, ils se sont ils se sont dit, bon voilà, et nous, il faut qu'on laisse la place aux jeunes, surtout avec l'arrivée de Joseph Diaguenou comme président de l'UPR, à l'arrivée de Diaguenou comme président de l'UPR. Beaucoup d'anciens sont partis. Enfin, ils ont quitté le bureau. Et c'était aussi bien fait qu'ils ont en même temps choisi ceux qui vont les remplacer. Moi, le cas que je connais typiquement, c'est le président Nango. Le président Nango, en partant, a demandé à Kapo Maouyon, bon, maintenant, moi, je quitte, toi, tu prends. Et à partir du moment où il a dit ça, c'est qu'il a suivi le renouvellement de la classe politique à ce niveau-là. Une forme de, je dirais, de passage de témoin. Je suppose que les autres aussi ont fait la même chose. Qu'est-ce que ce serait si il continuait d'être devant la scène politique comme il était avant, comme si Amoussoum Bruno continuait d'être devant la scène politique, comme le président du plateau, il continuait d'haranguer la foule. Je pense que vous avez dit quelque chose dans votre introduction, l'âge aussi, si vous ne voulez pas, là je vais avoir raison de vous. Lorsqu'on a un âge donné, on n'a plus d'énergie comme ça à donner. Et ce que nous réservons alors, ce que nous observons et que vous êtes en train de parler, moi, je pense que c'est la voie normale des choses. C'est la voie naturelle des choses. Lorsque vous avez de l'âge, faut-il interpréter, je dirais, ce tact, en tout cas ce retrait de ces acteurs politiques, ceux-là qui par le passé animaient le terrain politique, faut-il interpréter cela comme une forme de sagesse ou bien la jeunesse s'est elle-même imposée? Je ne pense pas parce que dans notre sociologie politique, le retrait n'a jamais été une habitude de nos acteurs politiques. On ne va pas se rappeler des histoires, la façon dont les anciens présidents, par exemple, de l'Assemblée nationale ont dû faire marche en arrière. En tout cas, ça a été un peu précipité. Voilà, même si ceci n'a pas été de leur goût. Mais bon, c'est un fait. Après, nous savons aussi que notre environnement a habitué les gens à rester au poste, voyez-vous. Et quand bien même la longévité au poste, c'est d'ailleurs ce qui fait que quand je pars de l'analyse de M. Anagonu et que je vois les noms que nous avons aujourd'hui comme membres actifs au niveau du Sénat, cela ramène le débat sur les critères qu'on a fixés. Est-ce que on fait bien encore, par exemple, de nourrir cette assemblée, de nourrir cette institution des personnes qui, pour moi, ont déjà eu le temps de consacrer les années nécessaires au service de la République. Voyez-vous. Donc, si ces 30 dernières années, ils ont joué pour la plupart des rôles pour lesquels nous les apprécions et tout, ben aujourd'hui, on les ressuscite, on les ramène aujourd'hui dans la vie d'une institution. Alors, pour jouer, quel rôle, alors quelle force on peut encore maintenant tirer de ces personnes et faire vivre la République? Donc, c'est des interrogations que je pose. Je ne dis pas que ces personnes ne sont plus utiles, justement. Même si on devrait juger de leur utilité, en tout cas, ils sont dans des endroits bien connus. Si on a besoin de les écouter, on peut aller les écouter. Mais voilà, ils sont là aujourd'hui. Ils vont reprendre du service bientôt puisqu'ils ont été nommés. Donc, je pense que ça n'est pas une forme de sagesse, en tout cas pour moi, dans la mesure où ça n'a jamais été un acte volontaire. Vous avez vu récemment, il y a 2 semaines, quand on a annoncé la démission du directeur général de la Loterie nationale du Bénin, ça fait le tour des médias comme si c'était un acte, je ne sais pas, extraordinaire. Et pourtant, pour l'intéresser, lui-même, il s'est étonné de voir son nom. Démission, il n'y a rien de plus simple que ça. Donc, c'est tellement bizarre que quand quelqu'un démissionne, en tout cas, décide de partir, on n'y croit pas, ça devient un événement, ça devient une actualité. Est-ce que ce cas particulièrement, ce n'est pas notre habitude. Ce cas particulièrement, est-ce que ce n'est pas lié au fait que dans les habitudes, soit on est limogé ou bien on démissionne, on interprète ça comme une façon une cassure entre, je dirais, le démissionnaire et sa source et celui peut-être qui l'aurait nommé. Parce que dans le passé, on a noté que quand on enlève quelqu'un du gouvernement, rapidement, il se retrouve dans l'opposition. C'est dommage qu'on ne puisse pas avoir des hommes de cette catégorie-là dans notre pays, où on va dire, je pense que maintenant je suis fatigué, je peux laisser les choses. Je peux laisser les choses. Et qu'on puisse trouver une nouvelle génération qui prend la relève. Et Eric disait, regrettait quelque chose. Si j'ai décelé, de dire que, bon, voilà, ceux qu'on a cru, qu'on les avait mis à la retraite. Ça a circulé comme ça, qu'on les avait mis à la retraite. Et effectivement, on ne les a plus vus
devant la scène. D'accord. Ils se sont retirés. Oui. Ils se sont retirés. Et est-ce que c'est dans la promesse qu'un jour vous allez encore revenir? En réalité, pour l'institution dont on parle, Oui. le Sénat, Oui. le Sénat, sous la forme qu'on la présente au Bénin, qu'on le présente au Bénin du moins, oui, c'est vrai qu'il faut des gens d'une certaine sagesse pour faire partie de ce groupe-là. Pour faire partie de ce groupe-là. Moi, c'est peut-être pas nouveau, c'est-à-dire, c'est pas rajeunissant. Je comprends, Eric, ce que tu dis, mais lorsqu'on prend une structure pareille, et ce serait bien que, c'est vrai, l'âge ne confère pas forcément la sagesse. Il paraît, mais il y contribue. Il y contribue parce que la sagesse part aussi d'un certain nombre d'années d'expérience. Le temps qu'ils ont observé en s'effaçant. D'autres se sont effacés, d'autres pas trop. Bon, voilà, je sais que le président Nango n'a jamais laissé son filleul, Kakoma Oyon, et je le voyais parfois dans des réunions, mais toujours est-il qu'il lui a laissé la place en partant à cette retraite-là. Donc, le cas du directeur général de la loterie, et voilà aussi, je ne sais pas, des brouillons courus après, parce qu'on lui a promis, je sais pas. Mais toujours est-il qu'il a posé cet acte-là. En disant, je me retire. Est-ce qu'il n'était pas dans les habitudes? C'est une espèce rare dans notre situation géopolitique. Les gens ne font jamais ça. Et donc, c'est pourquoi ça a surpris les gens, ça a circulé. Mais je dis, lorsque tu regardes ce qu'on appelle en sciences sociales l'histoire de vie, lorsque vous regardez l'histoire de vie par rapport à ce directeur-là, c'est un acte pareil comme lui ressemble. Lui ressemble de dire, bon voilà, j'ai fait mon temps, il faut que d'autres aussi puissent venir, les jeunes puissent venir faire leur temps. Le Sénat ne sera pas dans ce schéma-là, parce que c'est coup des sages. C'est coup des sages, on l'appelle. C'est différent de ce Sénat, par exemple le Sénat français, où ça part d'une élection, où on peut encore trouver des choses. Mais le Sénat, sous notre forme, c'est la coup des sages. Au-delà de, je dirais, des frustrations, des crispations qu'il y a eu, en tout cas au moment où certains se sont retirés, est-ce qu'à part ça, il n'y a pas également les réformes? Parce qu'on a eu ces réformes politiques et institutionnelles ces dernières années. Est-ce que ça n'a pas repositionné les choses, repositionné même les acteurs politiques pour justifier, je dirais, ce silence ou ce retrait des acteurs politiques dont nous parlons ce soir? Alors, si nous avions des éléments pour attester de ça, je serais très content que cela soit la raison. Mais quand je reviens à ce à quoi nous sommes habitués, vous savez, le silence en politique, c'est deux choses. Un mécontentement. L'expression de mécontentement. Généralement, quand vous voyez les acteurs politiques se réfugier dans leur zone de confort, ils ne se prononcent plus, c'est parce qu'ils n'ont plus droit au chapitre. On n'a pas fait leur promotion, ils n'ont pas été promus, et par conséquent, ils sont mécontents, et donc on reste dans son coin, au point où même ce silence amène un président à s'interroger, mais pourquoi je n'entends plus telle personne? Alors, si je ne l'occupe pas, il va s'occuper de moi. Voyez-vous, on a connu un acteur politique très connu dans ce pays où on lui dit, mais ce monsieur, s'il reste trop silencieux, c'est pas bon pour vous, monsieur le président. Autant l'occuper, sinon il va s'occuper de vous. Voyez-vous, donc, et cela s'est généralisé au fil des années. Donc, c'est bizarre que, parce qu'on n'a pas été promu en tant qu'acteur politique, qu'on n'est pas dans un poste de responsabilité, cela devrait se traduire par le silence. Or, la vie continue, la République continue. On ne vit pas que de ça, en fait. On peut, on vous a confié des postes, après vous passez à autre chose. Vous avez d'autres choses à faire de votre vie. Donc, c'est ce qui est regrettable dans notre cas et qui fait que quand quelqu'un n'a pas été enrôlé dans un dispositif, bien voilà, il se met dans un silence, il ne participe même plus à la vie publique. Or, même de sa position, même quand j'enlève le profil d'acteur politique, il a bien d'autres possibilités pour lui de jouer un rôle dans la République, voyez-vous. Et donc, si je reviens aujourd'hui à ce qu'on veut faire de cette institution, je suis bien d'accord qu'on veut, je dirais, donner une représentation sociale, notamment celle des sages, justement, à cela. Mais je sais fondamentalement que dans notre société africaine,
quand le sage est quelque part et qu'on a besoin de lui, on va le voir et il se rend disponible. Voyez-vous, ça je le sais. On n'a pas besoin d'instaurer, je dirais... Alors, vous pensez que les réformes ont pu justifier le retrait, je dirais, de ces personnalités et justifier également leur silence durant une bonne période? Non, il y a eu peut-être un constat tactique entre... vous parlez surtout des anciens présidents de l'Assemblée nationale. Oui, pas seulement. Il y a bien des acteurs qu'on entendait, même dans la société civile, n'est-ce pas? Ces acteurs qu'on n'entend plus. C'est l'usure du temps. Oui. Il y a deux cas. Il y a ceux qui se sont... si on parle des anciens présidents de l'Assemblée nationale et tout, moi, je parie que si... Il y a même des anciens présidents de partis politiques, n'est-ce pas, qui aujourd'hui, on entend... Le temps a eu raison d'eux. Là, c'est l'usure. Là, c'est l'usure. Et là, ça, c'est l'usure du temps et on ne peut rien contre. On ne peut rien contre. Par contre, d'autres, ils se montraient encore très actifs. Politiquement, je voudrais dire, quand arrivait ce moment-là, où on les a vus se retirer. Enfin, on les a vus s'éloigner de la scène politique. D'accord? Ceux-là, ce n'est pas forcément pour les réformes, justement parce que tu parlais de réforme. Est-ce qu'une réforme a limité l'âge d'être député? Aucune réforme. Aucune réforme. Et je parie que si le président Nago, enfin, puisque chez moi, ou le président Abonson Bruno, si c'est les gens qui continuent de se présenter, ils seront continuer d'être élus députés. D'accord. Et ils s'arrangeront pour alors, ce retrait, on explique ça comment? Puisque aucune loi, je dirais, ne leur a demandé d'aller se cacher ou bien de se retirer. Comment on explique ça? Parce que Eric refuse d'admettre qu'il s'agit d'une sagesse ou même du poids de l'âge. Leur retour aujourd'hui peut sembler comme si c'était un bluff. Oui, parlons d'abord de leur retrait. Oui, c'est le retrait. Oui. C'est comme si c'était un bluff. Parce que ça avait donné le sentiment qu'on veut rajeunir la classe politique. C'est le sentiment que ça avait donné. D'accord? Et c'était bien vu. En tout cas, moi, je trouvais ça bien qu'on puisse dire, à un moment donné, si les gens ne veulent pas se donner de retraite eux-mêmes, il faut que quelqu'un puisse les aider. Et je ne sais pas. Les rumeurs disaient que c'est le président Talon qui leur a demandé. Si c'était ça, c'est qu'il a réussi le coup. C'est qu'il a réussi le coup. Mais ce coup qu'il a réussi, aujourd'hui, une circonstance se présente. Une institution qui a besoin des sages. Des sages. Et Eric disait que le sage devait rester chez lui pour qu'on aille poser des questions. Oui, aussi, si tu veux. Il y a eu des sages dans d'autres pays qui ont dit non, moi, je ne veux pas aller à la cour au Conseil constitutionnel. En France, ils ont refusé. Donc, moi, je n'irai pas. Je ne veux pas faire partie de ça. Ça aussi, c'est personnel. C'est personnel pour que ce que tu disais tout à l'heure pour dire si vous ne les touchez, vous ne les occupez pas, ils vont s'occuper de vous. S'ils prennent la décision personnelle de dire à mon âge, il faudrait que je me retire pour pouvoir... parce que vous savez, l'énergie qui reste à cet âge-là, ce serait bien de se consacrer ça à soi-même, à sa vie, à nettoyer les choses. L'énergie qui reste. Mais je ne sais pas quel sera le rythme du travail au Sénat et comment est-ce que ça va leur prendre l'énergie. Alors, si le Sénat, c'est pour aller se reposer, donc ils seront toujours... Alors, Eric, pour vous qui refusez d'interpréter cela comme une sagesse... Non, ce n'est pas un refus. D'autres pensent que c'est une façon... d'autres pensent que c'est une façon de se retirer, n'est-ce pas, pour pouvoir mieux bondir, sinon mieux... Ah oui, c'est vrai que ce qui se passe aujourd'hui... Donc, ils se sont donné suffisamment d'énergie, ils se sont retirés un bon moment et aujourd'hui, ils reviennent d'une manière ou d'une autre au devant de la scène, en tout cas à travers d'autres couloirs. Je voudrais vous rassurer, ce n'est pas un refus catégorique. Juste que quand j'analyse... C'est un refus modéré. Je ne vois pas des éléments ou des exemples qui attestent de ce que nous avions des hommes qui à un moment donné ont servi la République et qui ont décidé volontairement de se retirer. Il y en a très peu. Autrement, je pense que on aurait eu beaucoup de joie à donner des exemples. On n'est pas habitué. On n'est pas habitué à ça. C'est pas dans notre culture. Du tout pas. Et c'est ce qui fait que quand je vois les membres, on peut citer des noms, hein. Vous connaissez Madame Pognon, la première présidente de la Cour constitutionnelle. La dernière fois que moi je l'ai vue, en tout cas, j'étais très content de la voir, mais j'ai encore les images de l'état dans lequel je l'ai vue. Voilà. Aujourd'hui, là aussi le poids de l'âge. Membre du Sénat, Ousmane Batoko, quand même. On voit les cheveux d'Ousmane Batoko, quand même. Donc, alors, je me dis aujourd'hui que la République les appelle. C'est tellement que personnellement, ils se sont dit que j'ai fini mes années à servir la République autant qu'ils sont. Ils ne pouvaient pas s'imaginer un jour qu'on allait mettre en place une telle institution et qui leur ferait appel à servir à nouveau la nation. C'est tellement qu'ils ont déjà rangé un certain nombre de choses. Voilà. Donc aujourd'hui, la République les appelle.
ils vont devoir se mobiliser. Comme l'a dit M. Anagonu, nous ne connaissons pas le rythme avec lequel les travaux vont évoluer. Est-ce que ça va être des rencontres une fois ou 2 fois dans l'année? On ne sait pas. Est-ce qu'ils seront appelés à faire le tour de notre localité? On ne sait pas. Mais pour la plupart, c'est des gens qui ont sévi et qui, physiquement, énergétiquement, ont quand même donné tout ce qu'ils pouvaient à la République. Alors aujourd'hui, moi, je suis vraiment curieux de voir comment ça va se passer. Et vous ne pensez pas que c'est aussi une façon, je dirais, de se retirer, n'est-ce pas, et mieux bondir aujourd'hui, comme certains l'interprètent. Ils se disent que ceux-là qui, ces 10 dernières années, n'ont pas... Si vous les interrogez individuellement, ils vous diront, j'avais déjà tout rangé, je ne peux pas imaginer un jour que dans la suite de l'État de la République, qu'on allait créer une institution où on nous ferait appel. Tout compte fait, vous et moi, nous étions ici quand on a révisé la Constitution et qu'on a créé cette institution. On ne pouvait pas imaginer que dans l'évolution de notre République, une institution, voilà, encore ça continue de faire et que des critères allaient être fixés et faire appel justement à... Est-ce qu'à un niveau donné également, il n'y a pas une question de conflit de génération? C'est-à-dire que la jeunesse estime, n'est-ce pas, que les gens d'un certain âge, ceux-là qui ont l'expérience sur le terrain politique et autres, qu'ils auraient suffisamment, ils auraient déjà fait leur temps et que, bon, pas forcément les balayer, mais il faut les mettre de l'autre côté du rideau pour permettre à la jeunesse de faire également ses armes. C'est un conflit inévitable. Comme je le disais au départ, pour dire, nous avons une population relativement jeune. D'accord? Et quand vous regardez la pyramide, ceux que vous citez là, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux en fait. Et comment se fait-il qu'ils vont toujours garder la tête de l'État? C'est ça la question. Ils ne sont pas nombreux, mais c'est toujours dans leurs mains. C'est ce que ça. Et donc, la génération montante se dit, mais bougez-vous, quittez-la et nous aussi on va s'installer. Seulement j'ai dit souvent qu'en politique ça ne se passe pas comme ça. En politique ça se passe autrement. On passe la jeunesse et lorsqu'on voit l'allure qu'a donné le président Talon, encore lui, à la classe politique, on avait vu une volonté de rajeunir la classe politique. Il faut le dire, une volonté de rajeunir la classe politique. Et cette volonté, ça continue. Est-ce qu'aujourd'hui, en créant le Sénat et en ramenant ceux qui l'avaient demandé, ceux qui l'avaient mis à la retraite et qui faisaient que nous étions en train de louer le fait qu'il veut rajeunir la classe politique. Est-ce que la classe politique est encore retournée dans la main des anciens? C'est pourquoi je dis, il faut voir comment est-ce que le Sénat va fonctionner si ce n'est pas des activités régulières. Et que c'est de temps en temps, lorsqu'il y a un conflit qui peut dégénérer, que le Sénat se réunit pour pouvoir régler cela. Parce que ce qui serait dommage, c'est que les gens puissent aller dans cette institution-là pour continuer de vivre sur le dos de l'État. C'est vraiment gênant. Cette institution c'est déjà le cas. Je ne sais pas par quelle alchimie M. Anagonu fait abstraction de cela, mais c'est déjà le cas. L'institution existe, elle est créée, les mamans ont été nommées, mais bien sûr. Ma question c'est vrai qu'on a déjà voté 100 millions pour l'institution. Mais au-delà de tout, Éric Guédénon, est-ce que ce n'est pas une façon également de caser ces hommes et femmes qu'on estime être de la vieille classe, de l'ancienne génération, pour qu'ils aient, je dirais, quelque chose qui les occupe et permettre à ce que le reste de l'espace politique, le reste de l'espace public, n'est-ce pas, soit occupé par cette jeunesse qui en raffole, qui tout le temps bouscule et frappe à la porte. Vous savez, au lendemain de la révision de notre constitution qui a donné naissance à cette institution, il y a eu beaucoup de communication. Nous avons vu des députés défendre avec des arguments par-ci, par-là. Et je pense qu'aujourd'hui, que les noms des membres de cette institution sont tombés, il faut davantage expliquer. C'est ça. Pour ne pas créer une forme de fissure au sein de l'opinion. Parce que, voyez-vous, nous avons un texte de loi, par exemple, qui permet à l'État d'envoyer les hommes en uniforme à la retraite. On parle de retraite forcée. Voyez-vous, il ne faut pas qu'on ait le sentiment que quand il est question du jeu politique, on est capable de faire des sacrifices pour l'État, pour ces personnes-là. Et au même moment, dans la même République, voyez-vous, il y a des composantes qu'on estime... bref. Et puis, il faut davantage expliquer que ces personnes, justement, et qu'on a choisies, ça n'est pas uniquement pour des visées politiques. Et qu'il y a vraiment une philosophie derrière. Et ça, j'entends bien ce que l'ancien président de la République évoquait en disant
je dirais, un cercle de sages, pour être un socle, pour davantage orienter le travail que fera les députés, une relecture des tests avec un œil de sage, des gens qui ont géré, des gens qui ont gouverné. Ça tient peut-être la route. Mais bon, jusqu'à quand et jusqu'à quel niveau on peut davantage convaincre nos concitoyens avec cet argument? Donc il y a un travail à faire dès maintenant, puisque les noms circulent déjà. Donc dès demain, il y a un travail à faire pour davantage expliquer qu'on n'est pas en train de se créer une cour dorée, un paradis, n'est-ce pas, des anciens qui ont déjà bénéficié des avantages de la République. De la République. Et n'oublions pas que quand vous êtes membre du Sénat, vous êtes membre à vie. Oui, membre de droit, vous voulez dire. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un mandat définitif, par exemple. Il n'y a pas une limitation de mandat au niveau du Sénat. Donc, les gens qui ont consacré une bonne partie de leur vie au profit de l'État, comme ça, et qui se retrouvent membres d'une institution à servir la République. À vie. Au-delà des acteurs politiques, il y a également ces acteurs de la société civile. Tout à l'heure, vous parlez, je dirais, de l'usure du temps, mais il y a ces voix également au niveau de la société civile, au niveau des syndicats et autres qu'on n'entend plus, mais on les connaissait avec leurs déclarations fracassantes par le passé, ceux-là qui haranguaient la foule et autres. Mais aujourd'hui, on ne les entend plus, on ne les voit plus. Vous expliquez ça comment? Non, c'est les gens qui ont, à un moment donné, par rapport à l'âge, ont jugé utile. Je peux donner, si vous prenez Pascal Todjinou, à un moment donné, il a quitté le syndicat. Parce qu'il s'est dit, avec mon âge, il faut que je puisse laisser la place aux jeunes. Ce qui est souhaitable, c'est ce qui est souhaitable. Est-ce que ce jeu-là n'est pas possible en classe politique? C'est possible. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous allez au Parlement, vous regardez la moyenne d'âge, c'est relativement jeunes qui sont au Parlement aujourd'hui. Mais c'est venu avec qui? C'est venu avec, pas de réforme politique, mais c'est venu avec la volonté politique d'un homme d'État qui n'est plus là. D'accord? C'est venu avec, il faut le reconnaître, que c'est venu avec la volonté du président Talon. C'est pourquoi cette volonté qu'il avait, et qui était si louée, et qui était si appréciée, est-ce qu'avec la composition du Sénat aujourd'hui, on va remettre en cause cette volonté-là, parce qu'on va dire, ce qu'il a envoyé de l'autre main, il a ramené d'une autre main. C'est peut-être ça. Ce que je pense, je donne de conseils à personne, mais comme on le dit, s'il y en a qui vont vivre sous le dos de l'État jusqu'à leur mort, avec les appareils de la République jusqu'à leur mort, les autres feront quoi? Parce que dans une société pareille, après c'est une révolution qui arrive. C'est une révolution qui arrive, qui permet de changer l'ordre des choses. Ce n'est pas souhaitable dans une société. Une révolution même sociale qui puisse amener à ça. Mais par contre, si les gens se disent, aujourd'hui, je voyais Degueno venir, peut-être que je des gens... pas encore arrivé. Non, mais c'est peut-être que... Vous sentez qu'ils veulent Est-ce que des gens... ce qui serait dommage, c'est de dire ces personnes âgées qu'on connaît, de dire, bon, on n'a rien dit, ils sont venus nous chercher. Nous, on était déjà tranquilles. On mettait tranquillement notre sagesse, parce que c'est des gens Vous pensez qu'ils peuvent toujours refuser? C'est des gens qui ont besoin d'accompagner leur petit-fils à l'école, c'est des gens qui ont besoin d'être à la maison. Alors, Eric, je voudrais vous écouter au Sénat. Eric, je voudrais vous écouter sur, je dirais, ces hommes et femmes de la société civile qu'on n'entend plus. Il n'y a pas que les politiciens, il n'y a pas que des hommes politiques. Il y a, je dirais, de ces hommes de la société civile, n'est-ce pas, qu'on n'entend plus. Il citait tout à l'heure, par exemple, Pascal Todjinou. Pensez-vous également qu'il s'agit de l'usure du temps, qu'il s'agit du poids de l'âge? Comment on explique, je dirais, ce retrait ou ce silence au devant de la scène? Alors, avec les acteurs de la société civile, il ne faut pas comprendre le silence comme étant de l'inaction. Je pense que nous avons toujours des organismes de la société civile qui continuent à travailler sur le terrain. Je pense qu'ils ont peut-être réorienté leur activité, je dirais, vers d'autres secteurs et avec d'autres démarches. Voyez-vous. Donc, je pense que le fait que nous ne les voyons plus
monter au créneau pour porter telle cause ou telle cause ne justifie en rien que ces structures n'existent C'est plus le silence dans le qui pays. impose. C'est ce Voilà. silence-là qui interpelle, parce que le même silence, n'est-ce pas, nous a interpellés en ce qui concerne les hommes politiques. Ils ne sont pas morts. Certains estiment qu'ils sont derrière les rideaux, n'est-ce pas, des partis politiques et autres. Ils sont membres. Certains sont même des présidents d'honneur, etc. Mais c'est ce silence plus ou moins plat, n'est-ce pas, qui interroge, qui nous amène à nous interroger. C'est vrai, on peut avoir la nostalgie des déclarations de Fonac. Vous rappelez, avec des dossiers à la preuve, les déclarations de M. Alcra dans ce pays. Oui. Bon, ces hommes sont tous dans le pays. Asogba, donc. Ils sont tous dans le pays. Mais Fonac, lui, il est toujours oui. actif. Fonac Il est toujours actif. Voilà, donc ils sont tous dans le pays. Donc, non, les gens comme Ascra, pour ne pas te couper, à un moment donné, vous savez, parfois quand vous rentrez dans les institutions de la République et vous avez un poste, vous n'avez plus, vous sortez de l'autre côté. Je pense comment on dit, l'obligation de de réserve. Ouais, voilà, ce sont ces éléments peut-être qui ont... Pour les hommes de la société civile, vous pensez que la migration a pu justifier également cela? Parce que oui, on a quitté de la société civile pour migrer un peu vers la politique. Est-ce que ça a pu il est difficile de faire la même chose de tout le temps. Je pense qu'à un moment donné, il faut passer à autre chose. Maintenant, est-ce que ces hommes ont travaillé pour qu'il y ait une relève qui puisse les amener à continuer, à amener l'opinion à toujours observer ces activités? Là se trouve la question. La préparation mais je pense que ces structures existent, elles ne continuent toujours pas à travailler sur le terrain. La préparation de la relève, pourquoi ce n'est pas trop dans nos habitudes? On aime souvent s'éterniser et autres, ou bien je me trompe dans ma façon de voir les choses? En fait, c'est la peur de quitter les choses. La peur de quitter les choses. Et parfois, quand vous ne quittez pas les choses, ce sont les choses qui vous quittent. Quelqu'un me disait, lorsque ce ne serait plus le ticket valeur pour prendre le carburant et que prochainement il faudra sortir de l'argent de sa poche, c'est quelque chose. Et donc, du coup, lorsque ce serait plus les frais de l'État qui vont permettre de réparer le véhicule et que ça va sortir de votre poche, on commence par réfléchir. Donc ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait social qu'il faut considérer. Mais, à un moment donné, et je le redis encore, on avait pris espoir. On avait dit on veut vraiment rajeunir. Et comme dans certaines structures, je ne sais pas, on va voir la forme du Conseil économique et social pour voir si ce qu'on va envoyer. On va se donner l'occasion de revenir en débat. Il faut quand même qu'il y ait il faut qu'on dise une chose. Il ne faut pas qu'on se dise, il y en a qui ils vont tout le temps vivre sous les apparats de la République. Merci beaucoup, on vous aurait compris. Eric Guédénon, merci également. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Vous avez la rediffusion tout à l'heure à 23h et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.